On continue cette actualité du secteur avec l'intervenant suivant, Gilles Charbonnel. Vous êtes président d'ADN Construction, ADN Construction, organisme de représentation de la filière construction française dans le domaine du numérique, pour la promotion du numérique collaboratif et le partage des bonnes pratiques. Au sein d'ADN Construction, vous avez des organisations professionnelles de maîtres d'ouvrage, d'entreprises, de maîtres d'œuvre, de fabricants, que vous nous direz peut-être tout à l'heure. Et l'actualité que vous connaissez en ce moment particulièrement, c'est que vous venez d'être désigné par le ministre du Logement, Julien Denormandie, pour piloter le plan BIM 2022. Tout à fait. À vous, Gilles. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Cette manifestation correspond tout à fait à un des axes que je vais vous présenter du plan BIM 2022 porté par ADN, effectivement, puisque un des axes est de déployer le BIM sur le territoire. Donc voilà, on est sur le territoire et on parle de BIM. Donc c'est parfait pour ça. Voilà, je vais vous présenter rapidement ADN. Juste, on avance ici. Hein. Oui, oui. Juste, je pense que Julien l'a dit, c'est cette transition numérique, parce qu'on parle de BIM, mais j'aime bien parler de transition numérique. Julien Mercier l'a dit tout à l'heure. Moi, je voudrais rajouter qu'elle est pratiquement inéluctable pour nos métiers. On en est là, quoi. Voilà. Hein, cette transition, elle est inéluctable. On a des fois des gens qui disent oui, mais on va pouvoir quand même continuer un peu comme ça encore avec nos rotring, avec AutoCAD. C'était pas mal quand même, AutoCAD. Je suis pas sûr qu'on puisse continuer très longtemps. Et surtout, si on continue très longtemps dans cette démarche, on risque de voir arriver d'autres acteurs dans nos métiers. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend. J'ai toujours en tête, et puis on a toujours l'impression qu'on n'y arrivera pas. Je voudrais juste une petite anecdote personnelle, c'est que quand j'ai repris mon cabinet en 99, il n'y avait pas un ordinateur. Et un mois après, bien évidemment, on a équipé un petit peu le bureau. Et un des fournisseurs du bureau était passé en disant à l'ancien gérant, mais vous avez des ordinateurs et vous avez le mail? Oui. Vous avez une adresse? Bien sûr. Et il lui donne l'adresse postale. Oui, 3 rue de Courpierre. Donc pour vous dire qu'on a fait un grand pas en avant depuis et que aujourd'hui, vous voyez bien que dans nos cabinets, 25 ans après, tous les échanges se font par mail. Et je pense que dans quelques années, ça ne mettra pas 25 ans, nos échanges seront plus formalisés sous le format BIM. Allez, je passe au côté sérieux. Donc ADN Construction a été créé en juin 2017 par 12 organisations professionnelles qui représentent la maîtrise d'ouvrage publique et privée avec l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, pour les acronymes, et puis les maîtres d'ouvrage privés avec la FPI, LCA FFB, la maîtrise d'œuvre avec l'UNGE, l'UNSFA, Sinov, l'Intec, le CNOA qui nous a rejoints depuis, les entreprises avec la CAPEB, la FFB, EGF-BTP, et puis les industriels, la IMCC et la FIEC. Donc vous voyez à travers ces 12 organisations qu'on représente entièrement l'écosystème du monde du bâtiment. C'était pas évident de regrouper tous ces gens autour de la table, mais ADN l'a fait, et en 1 an et demi, on a réussi d'une part à écrire une feuille de route sur laquelle le plan BIM 2022 s'est largement appuyé et s'est largement inspiré, et à devenir le porteur des actions plan BIM 2022. Pardon. L'émission, au départ, c'était essayer de rassembler justement les acteurs de la construction, tous les acteurs de la construction, représenter cette filière dans le numérique, informer les acteurs, ce que l'on fait aujourd'hui, promouvoir les outils collaboratifs et interopérables, on y reviendra, être acteur dans la normalisation, parce que là aussi, on en parlait juste avant, la normalisation a un rôle important dans le BIM, contribuer à la définition du cadre juridique du numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, et aider les acteurs surtout à monter en compétences. Les 2 axes prioritaires du plan BIM 2022, c'est généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction. Donc généraliser la commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire rédiger, mais je vais le décomposer tout à l'heure, rédiger des conventions, notamment entre acteurs, et puis déployer le BIM dans tout le territoire,
et pour tous grâce aux outils adaptés. Donc l'axe 1, les actions qui en découlent, fiabiliser et sécuriser la commande en BIM, c'est-à-dire rédiger et continuer la rédaction de ce qui a déjà été fait par le PTNB, puisque les travaux du PTNB ne s'arrêtent pas le 31 décembre, bien évidemment. Les travaux continuent, le site va continuer à exister quelque temps, le temps qu'ADN mette en place un nouveau site, et puis des outils comme le logiciel du choix des outils qui existe déjà et qui est en ligne vont continuer à perdurer. Simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet. Là aussi, tout un tas de fiches vont être mises en place. Définir et assurer la prise en compte des besoins de la filière dans les travaux de normalisation BIM et accélérer et faire converger. Là, on peut rentrer, pour rentrer dans le détail, c'est travailler aussi sur continuer les actions du PO BIM et PP BIM, c'est-à-dire les catalogues produits et catalogues normalisation. Et puis créer un observatoire du BIM, j'en parlais tout à l'heure, créer un observatoire du BIM, c'est-à-dire pour contrôler et vérifier que tous les acteurs montent en compétence sur le territoire. Donc là, on va être ADN a décidé de se faire aider par l'AQC. J'ai vu des acteurs, je ne vois plus parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais l'AQC va nous aider dans cette démarche-là, puisqu'elle a des compétences justement dans la gestion des observatoires. Pour passer à l'axe 2 et l'action 5, développer les outils de formation accessibles au plus près des territoires. Là aussi, on va travailler avec certains des partenaires qui sont dans la salle, l'IPTIC, le FAFIEC, les OPCA, pour développer des outils de formation. Et Julien en parlait tout à l'heure. Quand on parle de formation, aujourd'hui, quand on parle BIM et formation, on parle souvent de formation sur des outils. C'est pas que ça le BIM, c'est pas qu'un logiciel ou que des logiciels à appréhender, c'est aussi tout un processus transversal, et vous le verrez, ou vous le savez déjà pour ceux qui ont intégré du numérique et qui sont dans cette transition numérique. Effectivement, si on se limite à de la formation sur les outils, ben on s'aperçoit très vite qu'on n'arrive pas à rentrer dans le processus. Donc c'est toute cette ingénierie de formation qu'ADN a en charge de développer. Évaluer sa maturité en BIM et la faire reconnaître par tous. Donc ça, c'est la mise en place de fiches d'autocontrôle pour chaque opérateur que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire est reconnu par tous les autres. C'est-à-dire que chaque organisation professionnelle va avoir à mettre en place une fiche. Le PTNB a déjà travaillé sur ces fiches-là. Chaque membre va avoir à mettre en place une fiche qui sera validée par les autres opérateurs et qui nous permettront d'auto-évaluer les fournisseurs ou les gens avec qui vous allez travailler. Constituer un écosystème dynamique permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger au niveau local. Ici, vous en avez un, je discutais avec eux tout à l'heure. Donc voilà, c'est de permettre au niveau local de retrouver des acteurs qui ont fait des actions porteuses dans le BIM, avoir des retours d'expérience. Et puis l'action 8, permettre aux acteurs de collaborer concrètement en BIM avec, entre autres, la plateforme publique Croquis et son écosystème d'outils simples et adaptés aux professionnels. Donc, je vais vous en parler tout de suite. La plateforme Croquis, je ne sais pas si vous la connaissez tous. Cette plateforme, elle a été développée dans le cadre du PTNB et par le CSTB. Elle est disponible aujourd'hui. Il y a plus de 1000 utilisateurs mois. Donc, personnellement, au cabinet, on l'utilise. C'est un outil assez performant dans les échanges. Elle est gratuite, hein, c'est ça ? Elle est gratuite, oui, puisque c'était une volonté de la DHP, enfin de l'État, de dire pour l'instant, elle est gratuite sur les échanges et pour favoriser les échanges entre acteurs. Hein, et avoir un outil, puisqu'on va pouvoir retrouver aussi des cahiers des charges sur cette plateforme. Donc cette plateforme, elle existe aujourd'hui. Elle vous permet, entre autres,
d'organiser des réunions, de gérer la maquette 3D, de vérifier la compatibilité. Il y a un vérificateur de compatibilité de maquette, chiffré avec un petit chiffreur pour faire des métrés, et puis surtout d'échanger vos documents assez facilement. Je vous invite tous à aller jeter un œil sur le site et à aller découvrir la plateforme Croquis. C'est un outil, à mon avis, important pour nos échanges et pour pouvoir se retrouver au sein d'une même plateforme. Pour revenir juste sur Croquis, le PTNB a remis une action sur le développement de cette maquette. Donc il y a 5 millions supplémentaires qui ont été mis pour le développement de la maquette Croquis. Donc vous allez la voir évoluer. Alors, vers peut-être aussi des options payantes maintenant, hein, pour pouvoir la valoriser, et la voir évoluer dans les mois qui suivent. Le principe, c'est une plateforme sur laquelle s'agrègent des services qui sont actuellement gratuits, mais qui bientôt pourront éventuellement être payants. Voilà, pour le moment, vous avez une plateforme d'échange, comme des plateformes connues, qui est gratuite, et demain, la plateforme va être complétée par des outils qui pourront être payants, effectivement. Juste pour vous rappeler quand même que Sinov, fédération de 10 syndicats, bah oui, Sinov est membre d'ADN parce qu'il y a cette transversalité au sein des syndicats, parce qu'effectivement nous avons tous des problèmes métiers, mais nous avons tous des problèmes communs, qui sont la formation, la conduite du changement et la prospective. Je crois que c'est ce qu'il faut rechercher dans une fédération. On est en train d'évoluer, hein. On est vers une transition numérique, vers aussi une transition de nos services, une transition de l'ingénierie. Et si on ne réfléchit pas à la façon dont on peut se retrouver autour d'une fédération ou d'un syndicat, eh ben on aura du mal aussi à fédérer. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cette façon d'aller chercher la conduite du changement, la prospective au travers des différentes missions du syndicat et de la fédération. ADN, on en parlait tout à l'heure, donc encadrement juridique aussi, parce qu'il y a, vous l'avez bien compris, au travers de ces échanges de maquettes, il y a de la propriété intellectuelle, il y a du transfert de compétences aussi, qu'est-ce qu'on transfère, comment on le transfère, qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on donne toute notre intelligence d'ingénieur à un éditeur? Est-ce qu'on met tout ça à disposition gratuitement du commun des mortels? Voilà, c'est tous ces échanges-là qu'il faut gérer. Je vous parlais. Et puis, est-ce qu'on laisse nos métiers aussi se transformer et aller directement dans les mains directes d'informaticiens? C'est toutes ces réflexions-là que l'on peut avoir au sein des organisations professionnelles, je pense, et au sein de nos bureaux. Et puis, c'est aussi retour d'investissement. Il faut travailler, je pense, sur des packs matériels, les postes de travail, les suites logicielles, comment aborder ça. C'est des investissements importants, donc il faut y réfléchir. Et puis avoir une vision acteur du changement. Quelle est la valeur ajoutée qu'on amène aujourd'hui dans nos métiers de l'ingénierie, au travers de la maquette? Comment est-ce qu'il ne faut pas justement transformer cette valeur ajoutée? Aujourd'hui, on a toute une partie de nos compétences qui sont plus facilement réalisables avec l'intelligence artificielle, avec les logiciels qu'on a de disponibles. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser l'autre partie de notre intelligence à essayer de trouver des services différents, une ingénierie de services plutôt? Voilà, je vous ai présenté rapidement, j'espère être dans Merci les temps. Gilles. Alors on a vu, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses à faire là en 4 ans. 4 ans, c'est ça? C'est ça, 4 ans, puisque... 4 ans. Si on doit retenir une priorité parmi toutes ces actions, qu'est-ce qu'il faut surtout pas rater? Vous allez me dire, il n'y a rien à rater. Il n'y a pas grand-chose à rater, mais une des priorités, c'est pour moi l'axe 1, c'est-à-dire faire en sorte de fiabiliser la commande. C'est qu'il faut qu'on ait des référentiels précis et des chartes d'échange entre acteurs.
il faut qu'un maître d'ouvrage puisse se retrouver dans la rédaction de son cahier des charges avec un cahier des charges type, un cahier des charges clairement défini pour échanger avec le maître d'œuvre, que les maîtres d'œuvre puissent échanger facilement avec les entreprises. Donc ça, c'est un axe qui a déjà été bien avancé par le PTNB. Et il faut qu'on finalise ces échanges entre acteurs, parce que tant qu'on n'aura pas fiabilisé ces échanges, les gens auront des craintes, ou ne comprendront pas la commande, ou ne sauront pas répondre clairement à la commande, ou le maître d'ouvrage ne sera pas analysé clairement la commande. Parce que quand on voit aujourd'hui des cahiers des charges avec des copier-coller de 3 ou 4 cahiers des charges qui demandent des niveaux de détail dont on ne sait pas ce que le maître d'ouvrage va pouvoir en faire à ce stade, je crois qu'il faut qu'on formalise tout ça. Tant que tous ces échanges ne seront pas formalisés, il y aura une crainte à aller sur cette transition numérique. Et dans cette fiabilisation de la commande, est-ce qu'il y a les aspects juridiques, contractuels juridiques, qui permettent de définir les responsabilités? Est-ce que ça en fait partie ou pas? Oui, alors, bien évidemment qu'à travers cette fiabilisation de la commande, il y a toute la partie technique, rédaction d'un cahier des charges, transcription. On a déjà eu des travaux avec l'AMIC, avec la mission interministérielle pour la qualité de la construction, où on avait travaillé il y a 3 ans sur le transfert des livrables de la loi MOP, c'est-à-dire comment à chaque phase APS, APD, Pro, on a des livrables papier aujourd'hui, comment on transcrit ça en numérique. Et on s'aperçoit bien de la difficulté, on parlait de l'autre, de la difficulté du niveau de détail à transcrire. Là, il y a une vraie difficulté. Donc ça aussi, c'est dans le cadre juridique, dans le cadre d'un marché public, comment on définit l'APS, l'APD et les livrables dans ces différentes phases en termes juridiques. Et puis, des acteurs comme les assureurs, notamment, je vais en citer 2 parce que je les ai en tête et qui sont représentatifs dans le bâtiment, c'est la MAF, la Mutuelle des architectes, et la SMA BTP, qui ont déjà travaillé sur ce dossier-là, juridiquement, qui ont déjà avancé. Donc là aussi, on va intégrer au travers des groupes, puisque la fédération qui a changé de nom, alors c'est FFA maintenant, Fédération des assureurs, française des assureurs, nous a rejoint aussi chez ADN, donc pour travailler, pour échanger sur ces dossiers-là. Effectivement, il y a tout ce volet juridique, et je parlais tout à l'heure de transfert de propriété intellectuelle. Il y a évidemment tout cet aspect-là qui est à prendre en compte. Voilà, on a par exemple des nouveaux métiers ou des nouvelles missions comme le BIM Manager et l'AMO BIM qui nécessitent quand même qu'on délimite leurs responsabilités. Voilà, alors on voit apparaître soit des nouvelles missions, soit est-ce que c'est des nouveaux métiers justement, est-ce que c'est des nouvelles missions, le BIM Manager, quelles sont les compétences de base. Voilà, tout ça est à définir effectivement dans un cadre juridique. C'est ce qu'a fait la MAF, a beaucoup travaillé notamment sur ces notions de BIM Manager et de compétences et de responsabilité aussi, parce qu'il y a un vrai enjeu de responsabilité au travers de la décennale. Qui a signé quoi, qui a validé quel document et dans quel cadre, faire de la synthèse être BIM manager et faire de la synthèse de maquettes, est-ce qu'on intègre le côté technique ou est-ce qu'on a fait que de la synthèse graphique? Voilà, tout ça reste clairement à définir. Merci Gilles Charbonnel. Je vous laisse reprendre votre place dans la salle. On vous retrouve tout à l'heure après la pause pour le débat. Antoine Cavelier, donc, vous êtes responsable BIM d'Habitation Moderne, société anonyme d'économie mixte locale, bailleur social, propriétaire de plus de 10 000 logements en 2018, c'est ça? C'est ça, oui. Philippe Jacquelin, vous êtes chef de projet bâtiment durable du pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie, dédié aux matériaux et aux bâtiments durables. Au sein de cette association, chargée de faire émerger et d'organiser le pilotage de projets collaboratifs, vous êtes responsable des projets bâtiments durables et innovants, en charge du projet plateforme BIM, maquette numérique pour les acteurs du bâtiment. C'est bon? Ça va? J'ai tout dit. Vous avez la parole. Alors, vous avez la zapette avec votre présentation. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, merci à tous d'être là et de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire juste un retour d'expérience par rapport à un métier qui s'appelle la maîtrise d'ouvrage.
ou voir comment nous, on a intégré le BIM au sein de notre processus métier, en partant donc d'un cas concret qui est donc un bâtiment d'à peu près 80 logements qu'on est en train de construire à Strasbourg. Donc juste pour un petit peu hiérarchiser tout ça, je vais juste présenter assez rapidement l'opération pour que tout le monde l'ait un petit peu en tête. Et après, je passerai un peu plus sur la partie BIM, à la fois dans l'opération et puisque nous, ça nous a apporté au sein d'Habitation Moderne et les actions qu'on met en œuvre pour évoluer un petit peu plus par rapport à ça. Donc le bâtiment, il est construit dans une zone d'activité qui était anciennement une friche, qui fait à peu près 80 logements et qui est mixte puisqu'on a 80 logements et également une restauration scolaire pour un groupe scolaire qui est juste en face du bâtiment et un pôle associatif. C'est un bâtiment qui s'insère dans un projet un petit peu plus global puisque nous, c'est à peu près la moitié de l'îlot qui est ici et les autres bâtiments que vous voyez au sud ou à l'est, c'est des bâtiments soit de la promotion privée, soit d'autres bailleurs sociaux qui ont, eux, pas du tout réfléchi par contre en BIM, donc on est vraiment resté cantonné à notre partie à nous. Les architectes, donc la cabinet d'architecture, c'est DRLW, et qui a été donc aidé par des bureaux d'études, donc GTEC Bâtiment pour toute la partie structure, BET Poirel, donc TDS pour toute la partie fluide, et puis Evalit pour tout ce qui est électricité. On est à peu près sur 15 millions d'euros de prix de revient, donc en comprenant le prix de construction plus toutes les prestations intellectuelles autres. Et on a une livraison qui était impérative en mars 2019 pour toute la partie donc, local associatif et groupe et cantine scolaire. Et en décembre 2019 pour les logements qui, eux, restent la propriété d'Habitation Moderne et qui seront mis en locatif social assez classiquement. Alors que les locaux associatifs et leur restauration scolaire, eux, seront transmis à l'Eurométropole de Strasbourg, qui va le gérer comme une espèce de VFA, si vous voulez, qu'on a fait par rapport à ça. Et l'impératif de mars 2019 est vraiment très prépondérant, puisqu'il faut que cette restauration scolaire soit active pour septembre 2019 pour la rentrée. Et donc eux, ils ont aussi tout un tas d'aménagements à faire derrière. Donc le BIM, au niveau de l'opération, l'origine est venue de manière assez basique, en fait. En milieu 2016, à peu près, quand on a lancé la sélection pour l'architecte et les bureaux d'études, on s'est dit, bon, on entend un peu parler du BIM un peu partout, on voit des articles, on va essayer de le faire, quoi. Et puis, allez, on va lancer une opération en BIM. Et donc, du coup, on a mis quelques points, je crois que c'était 7 points à l'époque sur 40, sur le critère sélection, enfin voilà, est-ce que l'architecte était capable de faire du BIM? Et puis on s'est dit, bon, comme on ne sait pas trop ce que c'est, on va quand même prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, et c'est là-dessus que le pôle Fibre Énergie Vie nous a beaucoup aidé, parce que justement, petit à petit, on a un peu mûri notre réflexion, mais l'idée, c'était vraiment de dire, bon, bah voilà, tout le monde en parle, on va un peu mettre les mains dans le cambouis, et puis voir ce que c'est. Et puis ce qu'on attendait, bah, c'est un petit peu les attendus qu'on pouvait lire, sur les articles, dans les livres, etc. C'était le travail en collaboration, d'avoir une maquette utilisable. On s'est dit ça pourrait être un plus à donner à l'Eurométropole de se dire, voilà, vous avez une maquette sur laquelle vous allez pouvoir mettre en place vos équipements de cuisine, etc., pouvoir éventuellement gérer de manière un peu plus optimale. C'était un petit côté un peu commercial ou promotionnel par rapport à ça. Un gain de temps, parce que je vous ai dit un petit peu avant qu'on était vraiment sur un impératif de mars 2019 pour la livraison, donc on s'est dit, voilà, si on cale tout un peu avant, ça nous permettra peut-être de gagner du temps en phase chantier. Donc de communication, ça rejoint un petit peu le fait que la maquette soit lisible et utilisable. Et puis surtout, c'était un peu une opération martyr, c'est-à-dire dire, bon, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, qu'est-ce que ça peut donner, et puis on verra bien par la suite. Donc on a réalisé cette maquette, là c'est une maquette pro, alors j'ai pris quelques imprimes écrans, c'est le projet global, alors on voit par rapport à l'esquisse initiale, on est quand même relativement proche, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes avec quel logiciel là, BIM? C'est Tecla. Tecla. Là, la visionneuse c'est Solibri, mais le logiciel qui est utilisé dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, c'est Tecla BIMside. Alors, on a la maquette en format natif qu'on pourra vous montrer un peu par la suite si vous voulez. Là, l'idée, c'était juste de faire quelques imprimes écran et puis si on pourra y revenir après par la suite si vous voulez. Donc, on a quand même utilisé pour définir tout ce qui est morphologie, typologie des logements, tout ce qui est coupe, etc. pour voir un peu. Donc, ça, c'est une coupe de la cantine. Donc, on l'a quand même utilisé, on a vu ce que ça pouvait donner et puis on l'a utilisé.
Du coup, au niveau des objectifs, un an à peu près après, on a fait un petit point, donc en milieu d'année 2017, on a fait un petit point sur ce qu'il en était. Donc là, au niveau des différents objectifs, au niveau de la facilité de travail en collaboration, bah, c'est bien, mais c'était pas top, hein. C'est-à-dire que tout le monde avait un peu sa vision. L'architecte, sans être BIM manager, faisait un peu le rôle de collaboration, mais on sentait que c'était pas abouti. Il y avait une grosse volonté au début. Puis finalement, au bout d'un moment, on est un peu reparti sur une opération un peu plus classique. Enfin, on en reparlera par la suite. Donc, des bonnes choses, mais pas forcément optimisées comme on l'aurait souhaité, avec vraiment des grosses réunions de synthèse où tout le monde discute, on voit ce qu'il en est, l'architecte ou le bureau d'études dit attention, là j'arrive pas, et puis tout le monde se met d'accord pour modifier ou pas les plans. On n'en était pas là. On n'en était pas là. Ça a quand même permis de faire des réunions de synthèse, de discuter au niveau de la maquette, etc. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Mais on n'est pas allé forcément jusqu'au bout de la démarche par rapport à ça. Au niveau de la maquette lisible et utilisable, là, je vous l'ai montré, hein, c'est plutôt bien. Alors ça a été très utilisé au début, jusqu'à la phase pro, un petit peu en phase exé, donc juste avant le chantier. Là, on est maintenant en phase chantier depuis à peu près un an, un petit peu moins d'un an. Et c'est plus du tout utilisé. Clairement, le Vous BIM... ne serez pas en mesure de livrer une maquette BIM En DOE. en DOE Non. à la fin de l'opération? Clairement pas. Clairement pas, pour tout un tas de raisons que je reprendrai un peu par la suite. Mais en tout cas, si on y arrive, ça ne sera pas dans les temporalités qu'on a voulu. Et ça sera en plus que d'un DOE classique, si vous voulez. Mais là, quel est le principal obstacle à ça? C'est parce que vous avez quand même un AMO BIM, Oui. vous avez un BIM manager. Alors, l'obstacle, on en pourra reparler un peu par la suite. Le BIM manager, il est venu après. Donc au début, en fait, le plus gros sachant, si vous voulez, dans les équipes, c'était l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'était Fibre Énergie Vie. Mais c'était malheureusement celui qui produisait le moins de contenu BIM. C'est-à-dire qu'il analysait, il contrôlait, il voyait ce que ça était, il donnait des directions. Mais l'architecte, les entreprises, etc., n'étaient pas du tout formés pour et découvraient petit à petit. Et comme on avait cet impératif de délai, ben finalement, petit à petit, l'opération classique a pris le pas. Et puis on s'est dit, bah, le BIM, on verra ça après, et puis on va continuer parce qu'on a une deadline à respecter, et il faut qu'on le fasse. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Bon, je pourrais un peu y revenir par la suite. Au niveau du gain de temps, phase chantier, donc là pour l'instant on est en cours, hein, donc on est dans les objectifs attendus, donc il n'y a pas de souci a priori par rapport à ça. Alors est-ce que c'est grâce ou pas au BIM? Ça c'est une autre question, on pourra en discuter après tout à l'heure si vous voulez. Au niveau de la communication, ça a plutôt bien marché aussi au début, puisqu'on on a présenté ce que je vous disais à l'Eurométropole, on leur a montré ce que c'était au niveau des riverains aussi, donc ça a vraiment permis un support vraiment très intéressant par rapport à ça. Et maintenant, bah voilà, c'est un petit peu, ça périclite un petit peu parce que on est en phase chantier et que finalement la communication, elle passe plus trop comme ça maintenant, plus trop par la maquette. On y reviendra peut-être après une fois qu'on sera livré, mais pour l'instant, on est sur un milieu d'objectifs. Et puis pour la boutade un peu entre ce qui marche et ce qui marche pas, là par contre on a bien compris, surtout ce qui marchait pas d'ailleurs. Et du coup on a pu un petit peu prendre des directives pour éviter que ça se reproduise. Du coup au niveau du retour d'expérience, ce qu'on s'est aperçu, ce qui nous manquait le plus, c'est le manque de définition de nos besoins. C'est-à-dire qu'on s'est dit au départ, on va partir en BIM, on va faire une maquette et ça va être génial, tout le monde va être content. Mais le problème, c'est qu'entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les bureaux d'études, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, tout le monde a sa propre définition de la maquette. Et qu'au final, au début, ça se passe bien. Et puis petit à petit, quand on veut définir un peu les cas d'usage, les niveaux de développement, les niveaux d'information qu'on a au niveau de la maquette, ben, tout le monde a un petit peu sa propre idée. Et finalement, on périclite un petit peu, quoi. Donc clairement, il nous a manqué une charte ou quelque chose en disant, voilà, on veut faire ça pour telle raison, avec tel niveau d'information. Ça, on n'avait pas du tout au début. Hein. C'était vraiment, on s'était dit, on part un peu comme ça et puis on verra. Vous n'aviez pas non plus formé vos personnels en amont? Ni formé nos personnels non plus. Non. C'était vraiment, on s'est dit, on va voir ce que ça donne, quoi. Et puis on verra. Donc le manque de préparation, bah, vous en parliez, hein, c'est-à-dire on n'avait pas non plus d'outils de suivi, on n'avait même pas de visionneuse au début. Hein. C'est-à-dire que la visionneuse est arrivée il n'y a pas très très longtemps non plus à l'échelle du projet. On n'avait pas de logiciel de suivi. Est-ce que toutes nos commandes sont bien respectées, nos programmes est bien respecté, etc. On retournait encore à partir sur du plan, donc un petit manque par rapport à ça. Et puis au niveau des équipes en interne aussi un manque de formation, c'est-à-dire que le chargé d'op,
Chez nous, les travaux sont divisés en deux. Vous avez le responsable programme qui s'occupe de toute la partie esquisse jusqu'à en gros APD, et puis ensuite le chargé d'opération qui reprend en APD jusqu'à la livraison du bâtiment. Et les deux n'étaient pas forcément non plus formés en BIM. Ils se formaient un peu sur le tas, en regardant un peu sur Internet. Alors certes, l'assistant à maîtrise d'ouvrage nous a beaucoup aidé là-dessus, mais voilà, en interne, on avait vraiment un problème de formation par rapport à ça. Je l'ai un peu évoqué aussi tout à l'heure. On s'est aperçu qu'au début, tout le monde avait une bonne volonté. On est parti en démarche BIM. Et puis petit à petit, on a eu une superposition entre la démarche BIM et la démarche classique, en silo, enfin plus classique, avec un architecte, etc., des plans. Et on a eu cette suivi en parallèle des deux. Et en phase chantier, on a eu un cassage, entre guillemets, avec la démarche classique qui est partie toute seule et le BIM chantier qui est resté un petit peu à l'état de théorique, qui n'a pas du tout été utilisé. Et c'est un petit peu un manque qu'on a par rapport à ça. Et puis le manque de formation des professionnels. Alors j'ai parlé en interne, hein, que nous on avait des problèmes de formation, mais aussi en externe, hein, c'est-à-dire les prestations intellectuelles, que ce soit l'architecte, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, espèces, etc., ont un vrai manque là-dessus. Le seul qui était vraiment le plus formé, c'était l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Mais encore une fois, voilà, il ne formait pas, il proposait, il expliquait, mais comme il ne produisait pas de contenu, maquette, etc., c'est vrai c'était compliqué. Les premiers rapports qui nous ont fournis par rapport à cette maquette, c'était vraiment... le point de géoréférencement n'est pas le même pour toutes les équipes de maîtrise d'œuvre. Enfin, il y avait des gros problèmes. Le code couleur, chacun avait utilisé son propre code couleur, ce qui fait que des fois, on avait des réseaux rouges partout. On ne savait plus si c'était de l'eau, de la ventile, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et puis, l'entreprise générale, c'est pour ça que j'ai mis un S. J'ai pas mis de S à entreprise, parce qu'on s'est dit on va partir en entreprise générale, parce qu'ils sont censés être un petit peu plus structurés. On avait aussi quand même des manquements. Alors, certes, c'était pas un major, c'était une entreprise locale, mais il y a eu un gros problème. Ils ont été obligés de prendre quelqu'un en parallèle pour leur suivre de leur côté. Donc, clairement, un manque de formation aussi de leur côté par rapport à ça. Voilà. Philippe Jaglin, vous êtes l'assistant à maîtrise d'ouvrage de cette opération. Comment on aborde un maître d'ouvrage qui se lance comme ça, qui débute, qui n'a pas préparé, qui vient vous voir, qui sonne à votre bureau d'études et qui vous dit on voudrait faire du BIM. Et ça marche comment? En fin de compte, la question s'est posée dans l'autre sens. C'est Habitation Moderne qui est venue nous voir en disant voilà, on voudrait expérimenter le BIM. On a déjà choisi l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a déjà l'architecte, les bureaux d'études, et on voudrait faire un projet martyr déjà en BIM conception pour voir ce que ça donne, parce qu'on a envie de tester le sujet. Donc c'est vrai qu'on a dû s'adapter à une situation un petit peu difficile, parce que certes, il y avait quand même un architecte qui modélisait en Archicad, qui se débrouillait plutôt en salle, et il modélisait plutôt bien. On avait un bureau d'études, notamment MEP, qui lui ne maîtrisait pas la modélisation, il était encore en AutoCAD, donc il a dû sous-traiter la modélisation. Donc ça a été un peu un projet un peu compliqué, parce que tous les acteurs étaient, comme dit Antoine, n'étaient pas forcément au fait, et le BIM, il leur a été un petit peu imposé, parce qu'on voulait faire ce projet, on voulait le tester, et Habitation Moderne avait besoin de ce projet pour capitaliser sur ce premier retour d'expérience. Donc nous, il a fallu qu'on lui apporte nos compétences en tant qu'AMO, et effectivement, on s'est dit qu'on utiliserait ce projet pour définir la démarche ultérieure, je crois qu'on va en parler après, qui va justement structurer les prochains projets pour justement éviter tous les problèmes qu'on a rencontrés dans ce premier projet, quoi. Je crois que vous voulez nous montrer la manipulation de la maquette. Si on peut passer 2 minutes, je peux juste montrer la maquette quand même, parce qu'il y a quand même une petite maquette. Alors une question quand même au maître d'ouvrage, le temps qu'on fasse l'installation, là. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette table ronde, que vous êtes parti en BIM, sans effectivement avoir une grande préparation, mais surtout parce que vous ne vouliez pas vous faire imposer par une maîtrise d'œuvre ou des entreprises des logiciels, des solutions techniques, que vous vouliez, vous, prendre le temps de l'examiner, de les évaluer et de faire vos propres choix, de ne pas vous laisser imposer par les constructeurs des solutions techniques. Oui, effectivement, ça a été un des points aussi au départ, c'est-à-dire de dire tout le monde fait du BIM, tout le monde va utiliser sa propre plateforme, son propre logiciel, etc. Et on ne veut pas multiplier ni les supports, enfin de notre côté, ni les supports, ni les outils, les logiciels. Et on va essayer de cadrer un petit peu tout ça et de faire en sorte que ça soit nous, décideurs. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est nous le maître d'ouvrage, donc on paye.
Et l'idée, c'est quand même de faire quelque chose que nous, on a envie et de ne pas se faire imposer ni des logiciels, ni des plateformes, ni même des manières de faire par rapport à des intervenants extérieurs, quoi. Donc tout l'aspect processus, etc., on veut que ça soit le nôtre, qui soit fait pour, d'une part, pas chambouler les équipes, parce que voilà, au moins tout le monde sait comment il faut travailler. Et puis en interne, on est déjà très sur la mise en commun, c'est-à-dire qu'on a un programme unique qu'on modifie un peu à la marge pour les constructions neuves, un programme pour les réhabilitations qu'on adapte en fonction de la réhabilitation. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir vraiment une propre vision, et que quand un prestataire arrive en disant « voilà, on va travailler avec Habitation Moderne », on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on a besoin, et il n'y a pas besoin de se réadapter à chaque fois, ni au chargé d'opération, ni au responsable. Allez, une petite manipulation de maquette. Alors, rapidement, la maquette, donc c'est une modélisation Archicad pour l'architecte, et pour les bureaux d'études, c'était fait avec Revit. Donc on a travaillé avec le standard IFC. Donc là, on a la maquette dans son entièreté, et si on s'amuse... Alors on utilise, nous, pour les premières approches en BIM, on utilise Tekla BIMsite, qui est un logiciel en open source, qui permet au maître d'ouvrage, je dirais, d'appréhender le BIM de façon très simple. Donc vous voyez, ça c'est la maquette ELEC. Voilà, il y a les prises, les luminaires, les terminaux électriques qui ont été, zoomez un peu parce que ont été modélisés. On ne voit pas grand-chose. Ouais, bon, on a vraiment... voilà. Voilà. On voit les luminaires, on voit les prises. On voit des vaisseaux spatiaux là, qui... Tout a été rentré dans la maquette. Ensuite, si on veut s'amuser, on peut aller voir la partie CVC. Donc la partie CVC qui est représentée ici, hein, de manière très simple pour ce projet. Ensuite, on peut aussi vous montrer la partie... Alors la partie structure est peut-être moins intéressante. Celle souvent qui est intéressante, c'est la partie MEP. Toc. Voilà. Donc là, on a toute la partie... on a toute la partie MEP qui est... MEP. Pardon, CVC. Donc chauffage, ventilation, climatisation. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, après, on superpose l'ensemble de ces maquettes. Vous voyez l'importance de bien géolocaliser les maquettes, pouvoir ensuite, effectivement, superposer tout ça et avoir ensuite la possibilité de rentrer dans les maquettes. Donc nous, on utilise... Alors, ça se fait par Tekla, mais ça se fait très bien aussi. Il y a d'autres logiciels comme Solibri, il y a les versions gratuites. Il y a FBIM aussi, au niveau de la plateforme Croquis, qui a également une visionneuse de maquettes. Et puis après, effectivement, nous, ce qu'on aime bien, c'est faire des coupes, rentrer dans les maquettes et zoomer et voir s'il y a des conflits entre, bien souvent, la partie CVC et la partie structure. Voilà. Donc je ne veux pas vous faire une démo complète, mais là j'ai fait quelques vues. Voilà, on est capable. Donc là, on a modélisé y compris la partie restauration, parce qu'on voit toute la partie restauration. Donc on est capable de couper par niveau, de faire des coupes, de regarder l'aménagement, de voir un petit peu si ça correspond à un programme classique, hein, pour le maître d'ouvrage. Donc on peut avoir une vision par en haut. Enfin, vous pouvez jouer un petit peu comme vous voulez avec l'ensemble de la maquette. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la partie conception vous permet, grâce à toutes ces maquettes, de valider la qualité de cette conception. Voilà, donc encore quelques exemples, et puis je vais laisser la parole à Antoine pour la suite. Vous voyez, donc là, on a souvent des problèmes de conflit dans les gaines ou avec la structure. Ben, écoutez, ça permet justement de vérifier tous ces aspects-là. Et puis après... si vous êtes féru, vous pouvez rentrer à l'intérieur de logements, regarder l'emplacement des prises électriques par rapport à des sources d'eau ou les projets d'aménagement de cuisine. Okay. On a véritablement la possibilité aujourd'hui, avec les outils qui sont proposés, ça c'est un outil gratuit, de rentrer dans la conception. Voilà. Merci. Alors, avant que vous poursuiviez, Antoine, je pense que le temps, on a déjà pris un petit peu de retard. Je voudrais quand même qu'on donne la priorité aux questions qu'il peut y avoir dans la salle, avant de vous laisser éventuellement terminer votre propos. Donc je vais... alors, au point de vue micro, c'est un peu juste, mais on va y arriver. Alors, ne vous défaites... Oui, alors, vous allez utiliser le micro de table. Et puis, s'il y a quelqu'un qui peut faire passer le micro... Alors, questions dans la salle. On vous laisse poser des questions. Merci de vous présenter avant de poser votre question. C'est pas mal. Vous pouvez aussi apporter des témoignages. On vous écoute. Là, on a un maître d'ouvrage à la tribune. Il n'y en a pas beaucoup dans cet après-midi. C'est un bailleur social. Je pense que c'est intéressant de savoir exactement
ce qui se passe dans la tête des maîtres d'ouvrage. Bonjour, je ne vais pas me représenter. Vous avez fait effectivement un retour d'expérience très intéressant sur ce qui globalement n'a pas forcément bien marché. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était... Alors pas forcément à refaire, mais aujourd'hui, si vous lancez une prochaine opération, j'imagine en BIM, enfin du moins je l'espère, qu'est-ce que vous en retirez de tout ça? Comment vous y prendriez pour repartir et relancer un projet en BIM? Alors là, on avance un peu par rapport à la suite, mais... Allez-y, allez-y. Si, on vous entend. En fait, là, on a lancé, donc, au retour d'expérience qu'on a fait, on a lancé un audit en interne sur comment développer une démarche BIM au sein d'Habitation Moderne. C'est ce que je vais vous présenter un peu par la suite. Et ça nous a pris en gros toute l'année 2017 de faire un audit au niveau de nos services, de faire un audit auprès de nos services, de voir quels sont les logiciels éventuellement qu'on pourrait acheter, d'établir la charte, etc. Donc vraiment de se structurer en interne, à la fois sur les outils, sur les documents dont on a besoin et sur après l'organisation entre services ou la collaboration entre services. Parce que voilà, on est maîtrise d'ouvrage, on construit des bâtiments, mais on en gère aussi, on en gère quasiment 10 000, enfin plus de 10 000 maintenant. Et donc forcément, il faut collaborer avec le patrimoine pour que leurs demandes soient aussi remontées, qu'on ne soit pas que dans une maîtrise d'ouvrage qui construit mais qui ne s'occupe pas après. Donc il y a toute cette interaction-là à avoir. On a commencé, on a fait des ateliers en interne justement par rapport à cette démarche-là. L'idée, c'est de la poursuivre et qu'on soit opérationnel pour la prochaine vraie opération BIM. Je mets tout un tas de guillemets dessus, mais qu'on soit un peu plus près en tout cas pour le deuxième trimestre 2019. Donc d'ici 4, 5 mois, 6 mois maintenant, on soit prêt à lancer une vraie opération en BIM avec la charte, tout le matériel qu'il faut, la formation des équipes. Et après, on a même prévu des formations internes aux maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire que nous, on leur fasse des présentations en disant qu'est-ce qu'on veut pas sur la maquette, pour que justement on puisse cadrer ça de manière beaucoup plus précise. Ce qui en ressort en fait le plus, c'est de se dire tout le monde part dans tous les sens. Sur la maquette, c'est très bien, géographiquement c'est vraiment très chouette et là-dessus il n'y a pas de souci particulier. Par contre, la donnée qu'il y a dedans, elle est inexploitable en l'état. Sur la maquette qu'on a vue là. On n'est pas rentré dans le détail, on n'a pas vu, mais elle est inexploitable puisque les outils sont nommés différemment, les mètres carrés ne sont pas forcément les bons, on a des redondances entre l'escalier du BET structure et l'escalier de l'architecte, etc. Donc elle est très chouette, elle est très belle, on a pu faire énormément de choses en phase conception avec. Par contre, en phase gestion, proprement dite, elle ne sera pas utilisable. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, à partir de maintenant, on va faire des maquettes, mais pour qu'on puisse aussi les utiliser en gestion. Autre question. Monsieur. Oui, Claude Valentin. Attendez, juste le micro pour qu'on vous entende bien. Claude Valentin, je dirige un cabinet d'architecture. Je vous félicite pour avoir tenté cette expérience exemplaire. Elles sont très rares. Et fort heureusement, vous avez été accompagné par un assistant maître d'ouvrage, donc vous avez pu définir un cahier des charges ambitieux. La question que je me pose par rapport à la définition de vos besoins, c'est quels moyens vous avez réussi à mettre en œuvre, en l'occurrence en matière d'accompagnement de la maîtrise d'œuvre, si vous aviez sur le contrat des architectes et des bureaux d'études conçu une enveloppe ou une mission complémentaire, supplémentaire, pour leur donner les moyens de mener à bien cette mission. Pour cette opération-là ou pour, de manière globale par rapport sur cette mission-là et peut-être sur les suivantes. Je ne sais pas comment vous avez analysé le conflit ou en tout cas la superposition de travail qui est de suivre des objectifs classiques, d'objectifs de temps, des performances, j'imagine, thermiques et voilà, un cahier des charges que vous avez bien su définir, avec en plus l'objectif qui était de mettre en œuvre des méthodologies nouvelles. Alors, sur cette opération-là, ça s'est passé par des systèmes d'avenants ou autres, c'est-à-dire qu'on avait effectivement 2 bureaux d'études, un qui n'était pas du tout au fait du BIM, donc il a fallu former, il s'est formé un peu en interne et on a fait un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre pour qu'il puisse faire les formations. Et le deuxième, c'était le bureau fluide qui connaissait un peu mais sans être vraiment formé. C'est une petite structure, ils étaient 3, donc il y en a une plutôt qui s'est formée là-dedans. Mais en modélisation, c'est-à-dire que vraiment elle a appris à modéliser, mais elle n'a pas appris à gérer une démarche en BIM ou à s'intégrer dans une démarche BIM. Et là, pareil, on est passé par un système d'avenant pour juste lui payer la formation. Donc, par la suite, c'est pas encore arrêté. Soit on se dit, on flèche
et on met voilà, la mission BIM c'est tant, et puis dedans le maître d'œuvre ou les maîtres d'œuvre vont nous fournir les attestations de formation qu'ils font pendant le truc, etc. Ça, c'est un peu la méthode soviétique, je dirais, entre guillemets, hein, très dure. Soit on laisse un peu la porte ouverte un peu plus en disant il vous faut soit une compétence BIM réelle, soit une démarche de montée en compétence dans le cadre de la consultation. C'est-à-dire de dire, voilà, soit vous êtes formé BIM et à ce moment-là, vous nous montrez ce que vous savez faire et on vous sélectionne dessus, soit vous ne l'êtes pas ou peu, et à ce moment-là, vous nous montrez le plan d'action que vous avez prévu, vous, en interne, pour vous monter en compétence. Et à ce moment-là, on passe par juste le système de sélection par rapport à ça. Donc il y a encore ces deux démarches, entre guillemets, mais on n'est pas encore très fixé. Antoine Cavelier, je vous laisse 2 minutes pour terminer, épuiser le sujet. Alors, donc rapidement, donc, bon, je l'ai un peu évoqué, on a lancé un audit en décembre 2017 avec comme appui donc, la direction générale pour voir un peu ce qu'il en était. Donc on a fait un état des lieux, on a mis en place des plans d'action, etc. On a nommé un référent BIM au sein de la structure, donc d'abord de manière informelle, c'est-à-dire en plus de son métier de chargé d'opération, et qui deviendra officiel, c'est-à-dire qu'on aura vraiment quelqu'un qui ne sera pas un BIM manager au sens maîtrise d'œuvre du terme, hein, mais vraiment un référent BIM, c'est-à-dire une personne qui est en charge de vérifier que la charte BIM est bien appliquée et de vérifier que les acteurs sont bien formés, à la fois en interne et en externe par rapport aux différents programmes. Et ensuite, la deuxième phase, ça sera de déployer le BIM gestion au sein de notre structure. Voilà, bon, je passe un peu la montée en compétences, la rédaction des chartes, tout ça, on est en cours. Et l'idée, donc, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est d'être prêt pour le deuxième trimestre 2019, c'est-à-dire d'avoir une première opération en BIM réelle, entre guillemets. Enfin, je sais que mon chef n'aime pas trop ça, mais une vraie opération BIM, ce qui me dit qu'on a déjà fait du BIM, mais c'est quand même différent. Mais en tout cas, pouvoir intégrer Habitation Moderne dans un processus BIM à l'horizon du deuxième trimestre 2019. Charte BIM, c'est ce qu'on appelle aussi la convention BIM, qui est un document contractuel. Non, c'est pas ça. Non, c'est différent. La charte BIM, c'est vraiment qu'est-ce que veut le maître d'ouvrage. D'accord, c'est son cahier des charges. C'est son cahier des charges qui est... alors, il peut être modifié, mais le but, c'est qu'il soit toujours le même pour toutes ces opérations de construction, de réhabilitation ou autre, pour que justement on puisse nous faire de la gestion derrière. C'est-à-dire dire comment on nomme, quels sont les codes couleurs qu'on va utiliser, quels sont les cas d'usage qui sont inhérentes, etc. Et après, c'est traduit donc, pour chaque opération en cahier des charges BIM, qui là est rédigé par la maîtrise d'œuvre, ou en convention BIM. Et la convention BIM va régir les interactions des différents acteurs au sein d'une opération. Merci Antoine Cavelier, merci Philippe Jaglin. Philippe Jaglin, on vous retrouve tout à l'heure pendant le débat. Je vous laisse reprendre votre place.